Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez, je suis trop contente de vous retrouver avec cette bonne vieille technique du bonnet. Oui, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai tout simplement les cheveux dégueulasses. Voilà, j'ai joué ce matin au théâtre, je suis encore maquillée de la scène, j'ai les cheveux un peu crassous parce qu'on a transpiré, donc voilà. Acceptez-moi tel que je suis, d'accord, venez comme vous êtes, acceptez-moi tel que je suis, j'ai mis un bonnet. Donc, on y va. Pour les critiques, aujourd'hui, il y aura un film et une série. J'ai pas pu aller énormément au cinéma ce mois-ci parce que je travaille beaucoup, notamment le soir. Donc, il y aura un film, une série, et on y va! Tout d'abord, Eiffel de Martin Bourboulon qui nous raconte la construction de la tour Eiffel ponctuée de la romance de son architecte, ce bon vieux Gus. Il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes mais globalement, j'ai trouvé que ça dégoulinait trop. Parlons tout d'abord de la réalisation. Souvent, dans les biopics, malheureusement, alors évidemment, il y a de nombreuses exceptions avec des biopics complètement fantastiques, mais des fois, les réalisateurs qui font les biopics se contentent de faire une réalisation plutôt basique et se concentrent plutôt sur l'histoire. Ici, c'est un peu le cas. J'ai trouvé par contre qu'il y avait un travail particulier sur l'exposition. Alors attention, petite parenthèse, je ne sais pas, peut-être que c'était l'exemplaire qu'il y avait dans le cinéma, peut-être que c'était les réglages de l'écran du cinéma, mais j'ai trouvé ça extrêmement sous-exposé. Vraiment, l'image était très sombre et quasiment tous les noirs étaient bouchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire un noir bouché? Arrête de te la péter, Léa! Alors déjà, tu vas me parler autrement, je t'explique. L'image capturée est tellement sombre qu'après, le monteur, il peut faire tout ce qu'il veut. En éclaircissant le noir, il deviendra gris parce que le noir capturé est un noir trop sombre et que du coup, on ne peut pas rattraper les détails. Dans ce cas-là, on va dire que les noirs sont bouchés. Ça marche aussi avec l'inverse, par exemple quand vous photographiez des nuages ou quoi et que le blanc est pris blanc, et bien après quand on essaye de rattraper ça et qu'on obscurcit un petit peu le blanc devient gris, mais on ne rattrape pas les détails parce que le blanc a été capturé trop blanc et l'image est trop lumineuse. Et dans ce cas-là d'ailleurs on dit que les blancs sont cramés. Ce petit point jargon étant réglé, on reprend la critique. Pour quelques petits passages, ça a pu être intéressant parce que du coup, quand il y a des plans très serrés sur les visages, on dirait que le visage il est sur un fond totalement noir et ça le fait bien ressortir. Il y a certains autres moments où ça faisait comme s'il y avait des espèces d'ombres chinoises et c'était très joli, mais sinon, la plupart du temps, juste on voit que dalle. Ça, c'est mon ressenti pour l'image. Pour le son, il y a eu un travail assez intéressant, je pense notamment à la scène dans le caisson pressurisé qui est sous terre, où là vraiment quand on est là-dedans c'est hyper bruyant, les personnages saignent des oreilles, on a un bruit un peu continu, et du coup quand ils sortent de ce truc-là et qu'ils remontent à la surface, c'est beaucoup plus apaisé et du coup ça aide à se rendre compte un peu des conditions de travail qui devaient être extrêmement difficiles avec le son qui était très fort, la saleté, la dangerosité parce que la pression c'est hyper dangereux et voilà, ce travail là sur le son était assez intéressant. C'est le seul que j'ai à peu près noté. Pour la musique, il y a un thème qui revient à chaque fois qu'il y a un moment où il y a la romance, il y a le même thème qui revient, violon et compagnie. Mais comme la romance elle est très présente dans le film, les violons, on a un peu ras la quiche au bout d'un moment quoi. Et en plus c'est un thème très emporté, très romantique, violon, violoncelle et contrebasse. Et ça dégouline. C'est-à-dire que vraiment c'est miel, sucre, pâquerette. Et cette histoire d'amour, on en a un peu notre claque au bout d'un moment. C'est mon avis à moi. J'aurais préféré que ça se concentre un petit peu plus peut-être sur la construction de la tour que sur cette histoire d'amour qui est extrêmement présente, qui est très rapide, je trouve, et surtout pas discrète pour un sou. Attention, là, je vais passer à une toute petite partie spoiler, donc si ceux qui n'ont pas vu le film, sautez à ce timing-là. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti les spoilers. J'ai eu quelques petits soucis avec cette histoire d'amour et cette discrétion. Outre que les deux personnages, que ce soit dans le passé ou dans le présent, tombent amoureux extrêmement rapidement et que du coup, à part l'envie de Ken, on se demande bien pourquoi ils sont si amoureux, lorsqu'ils se retrouvent, ils sont cramés as fuck. D'où, dans une époque où en plus la réputation est extrêmement importante et où on n'est pas quand même hyper tactile avec son prochain,
D'où ça se lance des regards hyper appuyés à table. Oh, je te vois, tu me vois. Oh, moi je te vois parce que je te vois. Oh, qu'est-ce que je vois ta nuque. Oh, qu'est-ce que je vois ton menton. Oh, et moi aussi je te vois. Je le vois ton petit sourcil affûté. C'est à deux doigts de se rouler des galoches en dansant la valse absolument devant tout le monde et ça se tient la main pépouze lors de l'événement où il y a le plus de monde de la ville de l'année. Et après, oh mon Dieu, mon mari est au courant. Sans déconner, Gisèle. Bon, on arrête les spoilers pour ce film, re-bienvenue aux autres. Voilà, je trouve que cette romance-là prend trop de place, que ça dégouline trop, alors que l'histoire de la galère pour fabriquer cette majestueuse tour était hyper intéressante. Et c'est dommage parce que, justement, si on avait joué sur cette discrétion, le danger de se faire surprendre parce que la réputation est extrêmement importante et tout, le moindre frôlement de coude, ça aurait été d'une intensité folle, alors que là, c'est sirop d'érable et fanfreluche quoi. D'ailleurs, je dis ça en passant, mais je le dis quand même, je suis toujours un peu saoulée de voir qu'encore une fois dans un film on mette un tel écart d'âge entre l'homme et la femme. C'est quasi systématique. Dans une romance à l'écran, l'homme peut avoir 30, 40, 50, 60 ans, la femme va rester mais quasiment toujours en dessous de 35 balais. Et là, alors certes, Adrienne et Gustave Eiffel avaient un écart d'âge, mais pas 22 ans. C'est pas crédible du coup. Non seulement ça fout les boules parce qu'on se dit que putain, les nénettes qui ont 35, 40 balais au cinéma, bah coucou, elles ont le droit d'avoir des rôles aussi et des rôles d'amoureuses aussi. Mais en plus, là, c'est pas crédible parce qu'on assiste à une histoire d'amour qui commence 20 ans auparavant et qui se poursuit 20 ans après. Et quand on arrive après et que Emma Mackey, elle dit « Oh, tu te rappelles, il y a 20 ans ?» Il y a 20 ans, Emma Mackey, elle était en CE2, quoi. Et ça se voit. Et en plus, ils ont rien fait niveau maquillage ni quoi que ce soit pour la vieillir. Alors ça passe sur Romain Duris, parce que déjà Romain Duris approche de la cinquantaine et que, bah, avec une petite coupe de cheveux un peu fraîche et tout, on arrive à lui faire paraître 20 ans de moins. Emma Mackey, non, même si elle joue bien, ça fait plaisir de la voir et tout, j'ai aucun souci sur son jeu. On prend pas une nénette qui fait même pas 30 ans physiquement. Parce que du coup, ça veut dire que 20 ans auparavant, elle avait 10 ans, et c'est chelou. C'est pas une question qu'il n'ait pas l'air d'un couple harmonieux ou qu'ils jouent mal tous les deux, etc. Ils jouent bien, juste, c'est pas crédible à certains moments, et c'est dommage. Bref, à part ces petits soucis de mise en scène que j'ai eu, j'ai trouvé que les décors étaient très sympas, j'ai trouvé que Romain Duris jouait très bien, globalement d'ailleurs ça joue bien, et j'ai passé un bon moment, je me suis pas spécialement ennuyée, j'ai pas trouvé le temps long, juste je pense que c'est un peu oubliable alors qu'il y avait un petit potentiel de faire un truc un petit peu plus grandiose. Mais voilà, bon moment, dites-moi, faites-vous votre propre avis. On passe à la critique de la série, alors You saison 3, ça donne quoi ? Joe et Love sont mariés, ont un enfant et ont déménagé en banlieue, pensant vivre paisiblement en faisant oublier que ce sont des sociopathes. Mais évidemment, ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Changement de schéma sur cette saison, puisque dans les deux premières saisons, on se focalisait sur Joe et sa tranquille petite vie de gros stalker des familles qui était obsédé par une fille bien particulière. Cette fois-ci, on se focalise sur la vie de ce couple-là. Sur leur emménagement en banlieue, leur vie, ça fait un peu plus Desperate Housewives, vraiment, des conflits de couple, des voisins relous, etc. Mais avec cette petite touche psychopathe qui nous plaît bien, et c'est pas plus mal, parce que moi, arrivé à la fin de la saison 2, quand j'ai vu que Joe allait se focaliser sur une autre meuf, je me suis dit, allez, c'est reparti pour un tour, ils vont nous faire exactement le même schéma encore une fois, et là, non. Cette fois-ci, on a vraiment, même si Joe reste le personnage principal, le point de vue des deux personnages, leurs doutes, leurs conflits internes, etc. Je pense d'ailleurs que pourquoi pas, ça aurait été pas mal de mettre les voix off des deux personnages, qu'on alterne vraiment, parce que, et ça c'est bien fait dans cette saison-là, bah des fois on va prendre le parti de Joe, qui se sent enfermé dans cette nouvelle vie, et son ancienne vie, elle lui manque terriblement, et des fois on prend le parti de Love, qui essaye de faire tout son possible pour que ce mariage marche et pour faire prospérer sa famille. Et voilà, ça aurait été pas mal d'avoir ce petit jeu-là, je trouve. Et là-dessus, c'était assez cool. Du coup, qui dit deux personnages dit problématiques multipliées. Il y a énormément de thématiques dans cette saison-là, et peut-être un peu trop. Joe va évidemment trouver de nouvelles obsessions et vouloir concrétiser ça avec une nouvelle femme. Il va aussi découvrir la paternité et toutes les questions que cela soulève par rapport à son ancienne vie, et aussi parce qu'il a envie d'être un bon père. Love, quant à elle, a ses propres pulsions qu'elle a du mal à maîtriser, elle essaie de faire fonctionner sa famille, son mariage, et elle se méfie énormément de Joe,
parce qu'elle le connaît très bien et elle sait que psychologiquement il va vriller. Et tout ça, ça fait beaucoup à parler en 10 épisodes. Et pourtant, ça a été mis en scène et tourné de manière à ce que des fois on trouve le temps un petit peu long. Parce que je pense qu'il y a des choses très très superflues. Ça a voulu parler de tellement de choses qu'il y a des choses, on s'en balèque total. L'intrigue autour de la mère de Love, on s'en fout, elle aurait été remplacée par une babysitter, ça aurait très bien fait le taf. L'intrigue autour de Gil, le voisin, on s'en balèque aussi. Toutes les retrouvailles, séparation, on est amoureux, finalement c'est compliqué, entre Joe et Love, ça aurait pu être nettement resserré, parce que beaucoup de choses, ça veut dire aussi certaines choses laissées sur le côté. Les rendez-vous chez le psy, que moi je trouvais assez intéressant et j'avais très hâte de savoir où ça allait, c'est un peu délaissé. Le bébé, des fois, il est un peu délaissé, tu te dis, ce n'est pas crédible de fonctionner comme ça avec un enfant. Donc, voilà, il y a certaines choses qui sont un peu laissées en suspens, et on va en parler un petit peu plus dans les spoilers. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous fais évidemment de gros bisous, et je vous dis à dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, on va spoiler comme des bâtards. Le premier meurtre arrive assez rapidement et ça fait ressortir à quel point Love est victime de ses pulsions. Vraiment, elle ne maîtrise rien. Et moi, ce que j'en ai pensé, c'est que elle fout la merde tout au long de la série. C'est pour ça d'ailleurs que ça se termine très mal. Et Joe, lui, il essaye de s'en sortir tant bien que mal. Et il a tendance à remettre tout ce qui lui arrive de mal sur le dos de Love, alors qu'il en est bien responsable aussi de son côté. Il se crée ses obsessions absolument tout seul, il fait ses petits meurtres dans son coin et après il dit « Oh mais ma femme quand même, foulala, il faut que je la maîtrise ». Alors que voilà, ils ont vraiment 2 types de folie complètement différents. Lui, il est persuadé d'avoir ses raisons, de fonctionner comme ça parce qu'il a eu ce traumatisme. Et voilà, il est presque dans son bon droit limite. Et quand il tue, c'est parce que oh là là, il est vraiment obligé pour faire le bien de l'humanité. Et il est persuadé que Love, elle, par contre, c'est beaucoup plus animal. Et, en un sens, oui, Love, vraiment, elle a limite 2 personnalités. Elle est à la fois très très attachante, très mignonne, elle est délaissée par son mari, on a vraiment de l'empathie pour elle, et à la fois, elle est complètement givrée, victime totale de ses pulsions, et voilà, ces 2 types de folie-là qui se rencontrent, c'est assez kiffant. Joe, lui, il se persuade qu'il veut une vie paisible, qu'il veut être un bon père, etc. Au final, à la fin, il finit tout seul et c'est reparti pour un tour à la chasse aux meufs. Et ce bébé est complètement délaissé. Alors que je trouve qu'il y avait un truc à faire avec ce mioche. Je pense que j'ai trop kiffé en fait les passages où il commence à stalker la bibliothécaire avec son bébé dans les pattes, avec tous les bons côtés mais aussi les mauvais côtés que ça peut apporter, et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus exploité. Et je regrette aussi presque que Love soit morte, parce que je me serais dit, saison 4, elle devient un antagoniste où elle chasse Joe, où elle lui met des bâtons dans les roues et tout. Je suis un peu dès qu'elle soit morte. En même temps, dès le début de la saison, on sentait qu'à la fin, ça allait être soit l'un soit l'autre, quoi. On finit les spoilers là-dessus. Moi, j'ai hâte de voir la saison 4. Attention quand même à pas faire une redite totale des 2 premières saisons, parce que ça y est, il est reparti tout seul. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de creuser ce concept-là. Voilà, il y a eu des petits défauts, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'aime bien cette série, je trouve qu'elle est originale, je trouve que voilà, c'est un point de vue complètement nouveau de serial killer complètement branque. Du coup voilà, hâte de voir la saison 4. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer, parce que moi comme ça j'essaye de voir ce qui vous plaît le plus et ça m'oriente pour mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à liker en masse la vidéo, abonnez-vous, partagez, pigeon voyageur, tout ça, Instagram, il y a tous les réseaux, et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking soirée.